Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je reviendrai avec plaisir à tout moment, il n'y a aucun problème. Je suis Mohamed Krir, je suis ici président de l'URI France 1 pour les élections 2014. Ma formation personnelle, c'est je suis mathématicien, maître de conférence en mathématiques à l'Université de Versailles, et j'ai occupé les missions de doyen de la faculté pendant 10 ans. Donc j'ai fait 2 mandats électifs de 2000 à 2010. Mon intervention va s'articuler à peu près en 3 morceaux. La première partie, c'était de généralité et l'IRI et les questionnements de CALI à l'instant, très rapide. La deuxième sur le processus électoral et dans sa phase première, qui est une phase importante, qui est les inscriptions. Et la troisième partie, je conclus avec les missions fondamentales de l'IRI, son rôle, et puis une petite conclusion sur la société civile, les partis politiques, etc. Donc, dans l'introduction, on a parlé à l'instant que le pays a fait un choix de faire participer les Tunisiens à l'étranger aux élections législatives. Parce que les élections présidentielles, c'est un peu courant dans le monde. Il y a beaucoup de pays qui font participer leurs ressortissants à l'étranger aux élections présidentielles. Mais aux législatives, il y a très peu de pays dans le monde qui pratiquent ça. Et on est obligé de saluer, de rendre hommage et de remercier tous ceux qui ont œuvré pour que ce choix-là soit concrétisé. Maintenant que ce choix est fait, il y a 2 corollaires immédiats qui sont organiser les élections et puis mettre en place une équipe qui veille à l'organisation de ces élections. Tout le monde sait que l'organisation des élections à l'étranger sont liées à des contraintes qui ne sont pas les mêmes en Tunisie. L'éclatement géographique des sites, comme il vient d'être précisé à l'instant, 600 km pour France 1 par exemple. Les votes ne se passent pas sur un jour, mais sur 3. Et une contrainte très importante. Et donc ça, c'est un choix qui est maintenant dans les textes réglementaires, et on ne va pas revenir en arrière. L'IRI actuelle, elle a été mise en place le 18 juin, et juste le week-end d'avant, on était à Tunis pour une formation de 2 jours. Et en posant la question pourquoi on n'a pas mis les élections sur samedi et dimanche, seulement plutôt que vendredi, samedi, dimanche à l'étranger pour des considérations matérielles, la réponse a été le coup est parti. C'est-à-dire, le choix a été fait, la décision a été prise, mais la question elle reste posée. Et je pense que beaucoup de gens pensent que 3 jours, c'est peut-être beaucoup. Donc, le premier corollaire, c'était l'organisation. Le deuxième corollaire, c'est mettre une équipe en place. Le choix a été fait aussi de mettre donc les IRI, on en a parlé, je peux en revenir. Par rapport au rattachement consulaire des Tunisiens à l'étranger, l'IRI France 1 s'occupe des centres consulaires ou des missions consulaires de Strasbourg, Pantin et Paris. Il est aussi stipulé dans les textes réglementaires, et en particulier le règlement intérieur de l'ISI, du 24 avril 2014, que chaque IRI est constitué de 3 membres et d'un président, à la suite d'un vote à la majorité absolue du Conseil de l'ISI. Ce sont les règles qui sont mises en place. Et on a appris aussi que les nouvelles IRI, enfin les IRI de 4 membres, comme il vient de parler Serli, ils seront soutenus par un staff administratif. En tout cas, ce ne sont pas les mêmes catégories de mission, un staff administratif, financier, juridique, etc., de 3 personnes. Qu'on n'a pas vu encore. Mais c'est peut-être un peu tôt pour le voir. On peut imaginer l'équivalent des 4 personnes dont parlait à l'instant Serli, ce sera les 7 personnes en question. Il y a 4 dans le comité directeur, on va dire, de l'IRI, et puis il y a 3 personnes administratives qui s'occupent de ça.
Il est aussi décidé au Conseil de l'ISI, en accord avec le ministère des Affaires étrangères, du siège officiel de l'IRI, de chaque IRI. IRI France 1, c'est le consulat général de Paris. IRI France 2, c'est le consulat général de Marseille. Quand je dis siège, ça veut dire qu'il y a un local, un bureau, et l'IRI travaille là à sa convenance. Voilà les éléments dont je dispose aujourd'hui sur soit les questionnements de tout à l'heure, soit ce qui se passe exactement en ce moment. Cette affaire-là ne date que de 10 jours, puisqu'on a été installé le 18 juin, et là on est le 28 ou le 27 juin, donc c'est pas très vieux. Alors voyons maintenant la deuxième partie sur le processus électoral. Il y a 4 phases canoniques, connues par tout le monde: les inscriptions, les candidatures, la campagne électorale, et après la dernière ligne droite, le vote, les résultats et le bilan. On va parler de la première phase, puisqu'on y est dedans, la phase des inscriptions. Il est dit dans les médias et dans les supports de communication existants, même s'ils ne sont pas très nombreux, que les listes électorales actuelles contiennent déjà tous ceux qui étaient inscrits en 2011 de manière volontaire. C'est-à-dire tous ces gens-là, ils apparaissent d'ores et déjà sur les listes électorales et en principe, ils n'ont rien à faire, sauf s'ils veulent changer de bureau de vote. Donc toute cette base-là, elle est à l'intérieur de la base de l'ISI en termes de liste électorale. Qui dit liste électorale, et ça c'est je viens ce matin, j'étais au bureau des inscriptions, et il y a une confusion majeure entre celui qui a ce message dont je viens de dire, et celui qui dit, finalement, moi je me suis déplacé le 23 octobre 2011, j'ai voté, donc je dois être sur les listes. J'étais témoin, moi, ce matin, par rapport à cette question. Je vous remercie. Et c'est normal, parce que les gens, ils se sont déplacés, ils ont voté, donc ils sont sur les listes. Sinon, ils n'auraient pas voté. L'autre catégorie de population, c'est ceux qui étaient inscrits automatiquement. Parce que la dernière fois, il y a des inscriptions automatiques sur les listes. Ceux-là aussi, aujourd'hui, ils n'y sont pas. Et c'est pareil. Ceux qui étaient inscrits automatiquement, ils étaient sur les listes, ils ont même contrôlé qu'ils étaient sur les listes, et là, pour eux, ils sont inscrits. Et donc là, il y a une différence fondamentale pour les messages. Je dis ça pour les messages parce que vous pouvez être le relais d'une manière ou d'une autre pour ce message-là. Pardon. Il y a ceux qui ont des problèmes d'inscription et de vérification parce que leur passeport a changé. J'arrive. Ça, c'est la première étape, la première donnée. La première donnée, c'est que tous ceux qui étaient inscrits volontairement, ils sont d'ores et déjà sur les listes électorales. Ils interviennent s'ils veulent changer leur bureau de vote. Ça, après, les problèmes qui peuvent surgir de là, je vais en parler. Donc, être sur les listes, avoir voté en 2011 ne signifie pas qu'on est sur les listes électorales. Premier message. Maintenant, quand on veut s'inscrire, et comme Madame l'a dit tout à l'heure, ils ont réussi à imposer ou à avoir le vote par le web pour les Tunisiens à l'étranger, ce qui est une excellente chose. Donc les inscriptions se font de 2 manières. Par le web, je vais en parler, puisque Madame a soulevé la question, et physiquement, dans les bureaux d'inscription. Et pour l'instant, on en a 3. Il y a 1 par consulat. Le déplacement physique, il pose quelques difficultés quand on saisit les données de l'électeur, mais enfin, on peut le régler puisqu'on est face à face et on peut proposer des solutions, et il y a toujours des solutions. Quand la personne ne trouve pas son nom dans la base. Mais pour Internet, c'est un peu frustrant parce qu'on a un certain nombre de retours, ils ne sont pas très très nombreux par rapport à ceux qui se connectent, mais il y a quand même un nombre de retours qui disent « passeport introuvable » ou la date d'émission de passeport est fausse, ou des messages de cette nature-là. Là, il y a beaucoup de cas de figure.
Je vous en cite 3, parce qu'on a vécu ce matin ces 3 types de cas. Alors, soit le passeport n'est pas tout simplement dans la base des données, il est récent, il vient d'être fait. Il est fait le 14 juin, donc c'est normal qu'il n'apparaisse pas dans les bases, parce qu'il est... Vous êtes même chez Tunis, tout ça. Soit la personne a changé de passeport entre 2011 et 2014. Il a été périmé le passeport en fin 2011, il a changé. Aujourd'hui, il vient avec un nouveau passeport, un nouveau numéro. On saisit le numéro, ben, il n'est pas connu. Voilà. Soit il y a des personnes qui ont voté en Tunisie, enfin à l'intérieur, en 2011, et maintenant ils sont là, ils sont arrivés l'année dernière, etc. Et là aussi, on ne les retrouve pas, parce que la clé de saisie pour l'étranger, c'est le passeport. La clé de saisie pour l'intérieur, enfin pour le pays à l'intérieur, c'est la carte d'identité. Donc il y a différents cas où il y a un message négatif et la personne ne peut pas s'inscrire. On a mis en place hier matin ou avant-hier soir une boîte mail qui s'appelle réclamation.iri.france1@isi.tl. On est en train de communiquer autour de cette boîte-là. Pour tous ceux qui trouvent un message de cette nature-là, ils nous donnent le numéro de passeport, le nom et le prénom, date et fin du passeport, et éventuellement la carte d'identité s'il en a. Avec ces données-là, on transmet tous les jours ou tous les 2 jours le fichier au service technique de l'ISI, en accord avec le ministère de l'Intérieur, pour que tous ces cas litigieux se règlent avec une fréquence de 1000 dossiers tous les 48 heures. C'est-à-dire, si on leur envoie 1000 réclamations de cette nature-là, en 48 heures, ils les traitent. Nous, on n'a pas des milliers. La boîte de réclamation, elle a été ouverte hier. Aujourd'hui, ce matin, je crois qu'il y a une cinquantaine de réclamations. L'adresse. L'adresse de la boîte de réclamation, c'est réclamation, sans S, sans accent, sans rien du tout. Point IRI, point France 1, puisqu'on est en France 1, @isi.tl, c'est l'adresse générique. Et on a mis un certain nombre de supports de communication, et je vais vous en citer quelques-uns. La première chose, comme tout le monde sait, c'est on a fait une page Facebook pour Irien où il y a un certain nombre de données et d'informations. On a fait, et certainement beaucoup d'entre vous ont reçu le message à travers les associations, on a touché 150 associations par un mail commun. On a eu 13 ou 15 retours de messages non arrivés parce que l'adresse n'est plus à jour, enfin, des choses comme ça. Donc on peut tabler sur 130 associations qui sont touchées par le message qu'ils connaissent et qui peuvent le vivre. On envoie tous les matins 1000 SMS à des numéros particuliers pour diffusion d'informations. On a utilisé le standard téléphonique du consulat de Pantin pour mettre un message vocal quand on est en attente qui précise exactement notre requête de sensibilisation pour les inscriptions. Hier, en fin d'après-midi, j'étais sur une radio Soleil, c'est ça ? Radio Soleil, oui. Où on a aussi, pendant 30 minutes, on a parlé de cet aspect-là, et les journalistes aussi étaient très coopératifs pour insister sur cette affaire-là. Aujourd'hui, on est dans cette manifestation, et j'espère que tous ceux qui sont là aussi arriveront à véhiculer le message. J'ai pris attache ce matin avec une personne qui travaille à France 2 pour un petit reportage au journal télévisé de 20h. Elle viendra nous voir vendredi prochain. Canal Plus aussi, il y a quelqu'un qui m'a sollicité aussi ce matin pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. L'agence France Presse, j'ai eu un contact ce matin, ils veulent mettre un communiqué sur ces histoires. Enfin, ils les ont sollicités pour mettre un communiqué sur la campagne de sensibilisation. Donc, on a fait quelques petites actions de communication. On est dans les premiers jours, on
On a pris le train en marche le 23 avec quasiment aucun moyen. Les inscriptions se déroulent dans les bureaux de manière correcte à 70-80%. Sur le web, comme je viens de vous dire, les effectifs qu'on a, il y a des réclamations, il y a des gens qui ne sont pas contents, mais enfin, ils ne représentent pas une très très grande majorité, mais même s'ils représentent un petit nombre, il faut quand même les régler. Je vous ai donné la méthode de règlement. Donc une fois qu'on a transmis la boîte de réclamation, ils les étudient, ils nous le renvoient. Quelques jours après, soit les gens se connectent eux-mêmes et ils s'inscrivent parce que l'affaire est réglée, soit on leur envoie des messages et des PDF de reçus, etc., pour qu'ils soit concrétisent, soit vérifient leur bureau, etc. Donc toutes ces actions-là sont en train de se faire. On a encore devant nous 3 semaines ou un peu plus, et je pense, et j'espère en tout cas, que d'ici la fin du mois, on aura le maximum de ressortissants tunisiens inscrits sur les listes. Voilà en ce qui concerne de la phase d'inscription sur le processus électoral. Je ne vais pas parler, sauf si vous m'interpellez en matière de questions sur l'histoire des candidatures, la campagne électorale, le vote, etc., parce que je pense que la phase des inscriptions, aujourd'hui, elle nous occupe, et c'est la phase quand même la plus importante, parce qu'avoir un registre à jour et un registre fiable, même si après les gens décident de ne pas voter, mais au moins ça, c'est un acquis. Et ce que je dois dire, c'est que les outils qui ont été mis en place, je pense, permettent d'avoir un registre électoral ou des listes électorales correctes. La difficulté essentielle, la seule, je pense, qu'on est en train de rencontrer aujourd'hui, c'est la base de données qui est à la disposition du LISI qui n'est pas complètement à jour. Et ce n'est pas faute d'avoir fait le travail. Franchement, je vous le dis en toute transparence et en toute honnêteté, l'équipe qui s'occupe de ça, elle travaille vraiment jour et nuit, et certains d'entre eux passent des nuits même dans les locaux où ils travaillent. Donc, je n'ai pas à me prononcer ni sur l'efficacité, la compétence, etc. C'est ce que je les contacte à 2h du matin, ils sont au bureau. Bon, voilà. Ça, je vous le dis parce que je l'ai fait, soit par mail, soit par téléphone, et ils sont là sur le lieu du travail. Mais bon, de toute façon, on ne réussit qu'ensemble et en faisant tous des efforts. Donc là, je passe. Alors, le dernier point, et j'ai déjà pris beaucoup de temps, je suis désolé. Donc, Serni, il a énuméré un certain nombre de points qui reviennent à l'IRI et du rôle de l'IRI, et on les traitera peut-être dans les questions. Ce que j'ai envie de dire, c'est la chose suivante. Les élections de 2014 ne vont pas ressembler aux élections de 2011. Et ça, tout le monde le comprend. Le contexte n'est pas le même, l'enthousiasme n'est pas le même. Là, ce sont des élections vraiment de pouvoir. Et les élections de 2011, ce n'étaient pas des élections de pouvoir. Donc il y a quand même des différences très importantes, et puis les choses ne sont pas structurées de la même manière, il y a une présence, voilà. Donc il faut s'attendre à ce que les choses ne se passent pas exactement. Donc quand on dit il y a 300 bénévoles qui disent oui, on a envie de faire, cette fois-ci je pense qu'on ne va pas trouver 300 bénévoles qui ont envie de faire, ça va être un peu difficile. Donc ces élections vont représenter un test, à mon avis, vraiment un test de grandeur nature, du degré de responsabilité et de maturité de l'ensemble des composantes et des instances de la société tunisienne. Et quand je dis de l'ensemble, je veux dire la société civile, évidemment, les partis politiques, les médias, et c'est très important, les médias, que ce soit locaux, qu'ils soient à l'étranger, et évidemment, l'ISI et son représentant qui est l'IRI sur le territoire électoral de chaque circonscription, et en particulier à l'étranger. Parce que le rôle de l'IRI à l'étranger et le rôle de l'IRI en France, c'est quand même un peu différent. Les spécificités ne sont pas les mêmes et les contraintes ne sont pas les mêmes. Et donc, le maître mot, c'est le sens de la responsabilité de tout ce monde-là et l'attitude, surtout, l'attitude de confiance. Sans la confiance, on peut raconter tout ce qu'on veut. Et je pense, avec la confiance mutuelle, on réussira ensemble. Je vous remercie.
Mohamed. On va prendre immédiatement quelques questions dans la salle. Il y a, je vois Mohamed. Quelqu'un peut-il prendre un micro-baladeur pour le distribuer? Et en attendant, il y a Najat à côté de moi qui veut poser une question. Mais... La question à moi, merci. Non, mais ce n'est pas une question, c'est une remarque. Qu'est-ce que j'allais dire? Vous avez posé, vous avez, monsieur le Président de l'IRI, Mahbebik, je voulais vous dire, faire deux petites remarques après votre intervention. La première est que, quand je parlais tout à l'heure du déplacement de la délégation en Tunisie, j'ai oublié d'évoquer la question de la neutralité de l'administration, qui est un point très important et qui est un point de la feuille de route. Donc on n'a rien inventé, cela fait partie de la feuille de route. Ça, c'est la première question. L'IRI, en 2011, avait regretté de n'avoir pas agi pour veiller à la neutralité des mosquées, ça d'une part. Deuxième question, que comptez-vous faire avec la société civile pour agir dans ce sens? Et surtout, en lien avec le ministère de l'Intérieur, chargé des cultes en France. Donc, comment vous faites, puisque vous nous avez dit que vous avez confié à l'administration, selon ce que tu as dit tout à l'heure, le travail sur la question des inscriptions, pour vous aider. Or, lorsque nous avons rencontré monsieur le président Safsa Dizi à Tunis, il s'était engagé, après le constat que nous avions fait, et que monsieur Benram avait fait en particulier, concernant l'inefficacité d'une IRI composée de 4 personnes, quand on compare la situation à 2011 avec 14 personnes plus 200 bénévoles et l'élan, l'enthousiasme qui était présent en 2011, je ne comprends pas le silence de l'ISI quant à ces structures de proximité sur lesquelles elle s'était engagée. Elle s'était engagée à mettre en place, pour justement assurer la neutralité de votre travail, la neutralité de l'opération, donc des structures de proximité. Or là, vous ne nous avez pas du tout parlé de structures de proximité, mais au contraire, vous parlez d'administration qui travaille et vous veillez sur leur... Moi, je ne fais aucune confiance, je vous le dis en toute franchise en tant que citoyenne, non, je demande à ce qu'il y ait des structures neutres, réellement neutres. Comment voulez-vous qu'il y ait neutralité quand on sait que le consul général... Excusez-moi, je vais raccourcir rapidement. Le consul général est issu d'un parti politique, est partisan, que l'ambassadeur est partisan. Donc où est la neutralité de l'administration? Ce sont les deux questions que je voulais vous faire. Je vais m'arrêter. Je vous propose de prendre 3-4 questions et de permettre... Excuse-moi. Je vais prendre 3-4 questions et je permettre après à M. Krill de répondre. Mohamed, j'ai vu que tu as levé la main, même si tu vas après aider en passant le micro, tu peux prendre la parole après Fatma et après Tu me diras. Vas-y, Mohamed. Oui, pour ne pas être lent, effectivement, il y a une bonne partie du bilan qu'a tiré Ali dans son intervention à laquelle je souscris. Je voudrais dire simplement qu'il y a eu beaucoup de temps perdu et il y a eu une décision politique qui a été faite pour qu'on n'inscrive plus les gens. Parce qu'il y a 40% qui ont participé en 2011 en France ou en Tunisie ou à l'étranger ou en Tunisie, et le reste. Et ce qu'on a demandé à ce que les IRI continuent, que le personnel continue, que cette confiance qui a existé, que cet enthousiasme qui a existé pour que cet acte citoyen, pour inscrire les gens, qu'il continue, qu'il pérenne. Il y a eu une décision politique pour rompre avec ça, qui est condamnable, et je pense qu'ici aussi on aurait pu en bénéficier. La deuxième chose, M. Krill, vous avez dit qu'ils ont opté en Tunisie pour que les Tunisiens à l'étranger participent aux élections. Minimum, ils n'ont aucun mérite. On ne les a pas élus pour qu'ils nous excluent. Mais vous êtes... Attendez, mais ça ne va pas être... Donc il n'y a aucun mérite
c'est leur devoir. Et vous, comme représentants, nos représentants pour la neutralité des élections, pour porter nos voix, excusez-moi, on attendait un autre message de votre part. Sur la sensibilisation des gens à l'inscription, vous avez dit que vous envoyez des SMS. Sur quels critères? Pourquoi moi je n'ai reçu aucun SMS? Ça ne va pas chez vous. Je ne sais pas comment vous faites pour choisir ceux à qui vous envoyez et ceux à qui vous n'envoyez pas. Je suis désolé. Vous parlez de la confiance. C'est un élément de manque de confiance que vous introduisez dans cette méthode-là. Merci, Mohamed. Juste un dernier point qui est essentiel. J'ai tenu un bureau de vote, s'il vous plaît. J'ai un table. Ah non, Donc, j'ai pris un bureau de vote et il y avait un problème essentiel qui a été évoqué dans le film, qui était celui d'accompagner des personnes analphabètes. Et ça, il était essentiel que ce sont les présidents du bureau de vote qui les accompagnent et non pas un autre accompagnateur. Et non pas un autre accompagnateur membre de leur famille. C'est ce qu'utilisait le RCD avant, c'est ce qu'utilisait le parti avant pour truquer les résultats des élections, parce que les analphabètes, c'est-à-dire ils votaient en fonction de ceux qui les accompagnent, alors que le président du bureau de vote leur a expliqué fortement. Je me permets d'intervenir. Des questions courtes, si vous voulez profiter des réponses. J'ai vu Fatma qui a levé la main. Vous connaissez les gens par nom, alors les autres qui ne sont pas connus, ils vont Vas-y, comment? vas-y Fatma. Attends, il y a un problème là, c'est par connaissance, ça se passe, c'est trop comment ça? pas être Non, parce qu'apparemment vous connaissez les gens par nom. Vous connaissez les gens par nom, monsieur tel, monsieur tel. Nous, on n'est pas connus. Moi, je suis présenté. S'il vous plaît, vous permettez, on gagne un peu de temps. Alors, Fatma Houis, association Engagement Citoyen. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. J'adhère à beaucoup d'éléments, bien sûr, qui ont été déjà dits. J'offre mes services et les services de mon réseau, etc., pour soutenir à tous les niveaux l'IRI. Mon projet, entre autres, actuel, est d'être une plateforme qui est un peu le porte-voix pour informer les gens pour les candidatures pour devenir président et assesseur de bureau de vote, pour informer les Tunisiens à l'étranger pour les formations Atid et Molariboun. Donc je suis à votre disposition, Monsieur le Président de l'IRI France 1. J'ai fait en 2011, je crois que j'étais la seule association à faire une campagne radio sur toutes les chaînes communautaires, Radio Orient en France, Radio Soleil et compagnie, pour inciter les Tunisiens à voter. Oui, je raccourcis. Oui, s'il vous plaît, ne réagissez pas par rapport aux autres, s'il vous plaît. Vous laissez terminer. Vas-y, Fatma, termine. J'espère que je vais pouvoir travailler avec la nouvelle IRI et que ça sera vraiment transparent. D'accord. Je prends encore un adjectif que j'ai vu tout à l'heure. Mais attendez, vous levez les mains en même temps, il faut bien que je le dise. Adjectif Ati. Adjectif, vous venez de parler. عايشكم خلي عبد اللطيف بعد انت خذ Mais s'il vous plaît, les règles du jeu, c'est simplement, je rappelle, c'est... Attends, Abdelatif, très cabarque. Je t'ai donné la parole, c'est pas là le problème. C'est essayer de raccourcir pour permettre qu'il y ait des réponses, parce que sinon, M. Kri va partir à un moment. Si on fait une démarche où chacun parle trop longtemps, il ne pourra pas répondre. Abdelatif, tfadl. Merci Mohamed. Abdelatif Bessel, dynamique citoyenne des Tunisiens à l'étranger et membre de la plateforme. Monsieur Mohamed Krim, que je ne connaissais pas jusqu'à il y a à peu près une heure, a insisté sur le mot confiance. Moi, je vais être très clair. La confiance, monsieur Mohamed Krim, vous devez savoir qu'elle n'est pas partagée de part et d'autre. Vous savez très bien que la société civile ici a exprimé deux ailes aussi bien sur la composition de l'IRI, que sur les problèmes
problème qui se pose actuellement du point de vue de la révision des nominations politiques dans le corps et dans les représentations diplomatiques et consulaires. Pour nous, la question de confiance, elle est essentielle et elle est fondamentale. Il ne peut pas y avoir ici, que ce soit à France 1 ou à France 2 ou bien dans le monde, dans le reste du monde entier, des élections libres, transparentes et démocratiques, tant que ces deux problèmes ne seront pas résolus. On a des informations comme quoi il y a 2 membres dans l'ERI, au sein de l'ERI, dont la nomination est sujette à caution. On sait très bien, vous savez très bien, je ne vais pas le répéter, que M. Karim Azouz est membre d'Al-Nahda, déclaré, était le directeur de la campagne électorale. Nous savons très bien qu'il agit toujours aussi au nom de son parti et au profit de son parti. Et la deuxième chose, c'est que vous avez déclaré vous-même que l'ERI va composer avec un corps administratif qui sera certainement coopté sur le personnel des consulats. Donc pour nous, on n'est pas ici pour lancer des avertissements, mais on déclare, du moins au niveau de la plateforme, que nous serons intransigeants sur ces 2 questions. Merci. Merci Abdel. Mohamed, tu donnes à la personne qui est debout là. Voilà. Non, celui-là. Et après, il y a un monsieur qui est au 2e rang qui a demandé tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, il y a monsieur Mohamed. Excusez-moi, je ne connais pas tout le monde, donc j'essaie simplement de repérer. Bon, je m'appelle. Bon, allez, oui, on ne voit pas, on a un écran. Je vais essayer d'être assez concis. J'espère que vous m'entendez bien. La question, encore une fois, de la confiance, si vous voulez, on ne se paye plus de mots. Alors, c'est terminé. Il faut bien comprendre que la confiance est rompue. C'est-à-dire que nous savons très très bien que vos promesses ne vous engagent que vous. Je m'appelle, moi, je vous dis Wissem Suissi, je suis journaliste. Je suis à Paris et je confirme ce qu'a dit Najed sur cette histoire de la manière dont, depuis Tunis, on voit les Tunisiens, non pas de l'étranger, mais les Tunisiens à l'étranger. Parce qu'ils ont tendance à dire les Tunisiens de l'étranger. C'est-à-dire comme si nous étions une 5e colonne qui allait investir un pays et le trahir en quelque sorte. Donc ça s'appelle du racisme à rebours. Et je l'ai vécu 2 fois. La première fois, c'est que je suis tout de même un journaliste qui suis ici et qui est passé 17 ans en exil. Et personne n'a pensé à m'appeler à l'Amérique. On m'a juste appelé 5 mois plus tard pour faire une mission qu'on n'a jamais laissé faire. Alors que j'ai fait un travail d'investigation complètement dingue. La deuxième fois où on regarde les Tunisiens vivant à l'étranger d'une façon, je dis, de racisme à rebours, parce que c'est une haine contre eux soi-même que ces gens-là appliquent. C'est qu'aujourd'hui, ça fait la 11e semaine que je suis candidat à la direction générale de l'Institut du monde arabe. J'ai toutes portes ouvertes à Paris, et à Tunis, il y a 99,91% de refus. J'en reviens aux élections, et à l'IRI, et à l'ICI. C'est que aujourd'hui, on veut combattre, et on est déterminé, je ne suis pas le seul, cette vision que vous avez présentée, M. Ali Benham, paradisiaque des élections du 23 octobre 2011. Permettez-moi de vous dire qu'on a déjà aussi vécu cette façon consensuelle de donner des visions paradisiaques. Vous avez dit que c'était bien sur 5 continents. Le 7 novembre 1987, 5 continents ont voté Ben Ali. Et vous employez exactement les mêmes méthodes. C'est que comme tout va bien, s'il y a consensus sur quelque chose, eh bien, on mettra encore 23 ans à s'apercevoir de ce que moi j'ai vu le 24 octobre à 7h d'après-midi au siège de l'ISI. Il n'y avait que 3 personnes. Il y avait Kamel Jadoubi et 2 bonhommes, parce que je suis allé en tant que journaliste demander qu'est-ce qui se passe. On m'a dit, il ne faut pas poser des questions qui risquent d'ennuyer M. Kamel Jadoubi. Alors, maintenant, je reviens à ma question. Alors, par rapport à ce que je suis en train de dire, ce que dit M. Kélir, et il va comprendre en tant que mathématicien, il avance un certain nombre de garanties pour que cela se passe bien. Bon, les garanties qu'il a données sont des garanties qui sont nécessaires. Ma question directe, c'est est-ce qu'il les estime suffisantes? Et s'il ne les estime pas suffisantes, qu'est-ce qu'il va faire pour qu'elles deviennent le plus proche de quelque chose de transparent et de quelque chose qui donne des résultats contraires à ce que nous avons vu le 23 octobre
malgré la vision paradisienne. Parce que Merci. je vous rappelle, je n'ai pas encore terminé. Je termine par une proposition. La proposition, c'est que moi, je fais partie de 2 associations, 2 journalistes ici, dont une, celle de la presse étrangère. Je suis membre dirigeant. Je vous propose, vous, monsieur le président de France, de l'IRI France 1, de nous donner la possibilité de faire un partenariat écrit permettant à ce que dans chaque bureau, nous vous garantissons la présence d'un journaliste étranger. Il ne sera pas français, il sera chinois, nous venons de 65 nationalités différentes, mais il faut que pour ça, vous fassiez un partenariat. Voilà. Et Merci pour votre proposition. J'ai dit la personne qui est au deuxième rang qui est là-bas. Avant, il y a une personne au deuxième rang. Mohamed. C'est celui-là oui, qui est debout. Deuxième rang. Bonjour à tout le monde. Ma question est la suivante. Est-ce que les candidats aux élections législatives de France 1 ils peuvent se présenter aux France 2? Donc ça, c'est ma première question. Donc on ne sait pas, parce que nous, c'est une question qu'on pose. Parce qu'il y en a des gens qui sont de France 1, et des fois, on voit plus d'inscriptions, on se présente de France 2. Ou peut-être le contraire. La deuxième question, je pose la question. Le drapeau du GTT, qu'est-ce qu'il fait là? Là, est-ce que c'est lui qui organise justement cette réunion, ou pourquoi? Et apparemment, il n'est pas représentatif pour tout le monde. Voilà, merci. Juste le dernier, qui est à côté de toi. Par contre, je me permets juste une réponse par rapport à l'UJTT, une seule seconde. Il y a une campagne nationale et internationale pour que l'UJTT ait le prix Nobel de la paix. Et ce drapeau-là, c'est un clin d'œil de solidarité avec cette campagne, et n'y voyez pas autre chose. Je vais essayer d'être court. J'ai plusieurs questions. Ma première, c'est par rapport au responsable de la plateforme. J'ai lu le document et je pense que c'est une initiative très intéressante en globalité. Il y a quelques points à améliorer, si vous voulez, on peut en discuter. Lorsque je regarde les signataires de ce pacte, si on veut dire, ce pacte, c'est vraiment si on ratatouille. Je vois des partis politiques, je vois des associations. Pourquoi il y a des partis politiques avec des associations? Mais bon, après, vous pouvez m'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des points contre les partis politiques ici dans ce que vous dites. Et en même temps, il y a des partis qui signent. Autre point par rapport à cette plateforme-là, on sait qu'en France, on a plus de 200 associations des Tunisiens. Ils sont surtout concentrés sur France 1. Pourquoi il y a 10 signataires? Cette plateforme devient plus intéressante, plus globale, si elle s'adresse à toutes les associations. Donc adressez-vous à ces associations-là, vous allez voir qu'ils vont être réceptifs par rapport à vos questions. Les questions maintenant, je vais Question pratique, s'il vous plaît. Je m'adresse à M. Krier. Je trouve que l'ISI, lorsqu'elle a décidé de s'inscrire que sur la base des passeports, c'est une très bonne chose qu'on n'a pas vue en 2011. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de Tunisiens nés en France qui n'ont pas de carte d'identité. Ça, on l'a vu la dernière fois. Ils n'ont pas de carte d'identité, ils ont un passeport, dans le passeport, numéro de carte d'identité, ils mettent 000. Donc si l'ISI a décidé que les gens votent par uniquement la carte d'identité, donc ces gens-là seront exclus. Donc voter avec son passeport, c'est une très bonne chose. Deuxième question pour M. Mohamed Krier. Vous avez parlé du consulat de Paris, du consulat de Pantin. Que se passe-t-il à Strasbourg? Est-ce qu'il y a une personne là-bas qui inscrit les gens, sachant qu'il y a 25 000 Tunisiens qui sont rattachés au consulat de Strasbourg? Que se passe-t-il en ce moment là-bas? Une question, mais bon, peut-être, je ne vais pas la poser cette question-là. Par rapport au bureau de vote, j'ai vu que sur le site qu'a mis l'ISI en place, les bureaux de vote sont les mêmes qu'en 2011. D'ailleurs, en 2011, il y a des bureaux de vote, quand il est supprimé, quand il est regroupé, cette fois-ci, c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Pourquoi est-ce que vous avez mis une recommandation pour regrouper ces bureaux de vote, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de Tunisiens qui votent là-bas?
Pareil sur France 1 à Paris, à Pantin. Pourquoi ne pas éclater encore plus les bureaux de vote? Parce que les Tunisiens ont tous voté à Paris, ont tous voté à Pantin. Pourquoi ne pas aller dans le 92, les Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, aller ouvrir encore des bureaux de vote par rapport à ça? Je pense que merci, sauf si vraiment en une seconde tu peux terminer quelque chose. D'abord. J'ai deux autres questions qui sont très importantes aussi. Comment allez-vous surveiller les dépassements? Je prends un exemple sur un bureau en 2011, je ne sais plus lequel. Il y a une liste sur tout le bureau, elle a entre 1 et 5%. Sur tout le bureau, sauf un seul bureau, elle a eu 20 ou 22%. Je pense que l'ERI a reçu le premier jour un mail d'un responsable de ce bureau-là, comme quoi il y a des dépassements, il n'y a aucune réaction par rapport à ça. Donc ce genre de dépassement, comment allez-vous l'éviter? Et ma dernière question, comme on fait un vote sur 3 jours, comment allez-vous sécuriser les urnes? Sachant que Atid a créé une polémique par rapport à Argenteuil il y a 3 ans. Ou à Marseille. Donc comment allez-vous sécuriser les urnes cette fois-ci? Merci. Si on veut donner le temps à monsieur... Non, s'il vous plaît, on va y avoir une série, on va essayer. Juste une réponse par rapport à la plateforme en 2 secondes. La liste qui est dans le document, des partis, des associations et des individus, c'est toutes les personnes qui se sont associées à l'initiative, à la fois de la pétition et à la fois de la délégation pour aller en Tunisie pour défendre le droit d'égalité entre les Tunisiens à l'étranger et les Tunisiens de l'intérieur par rapport à la problématique du vote. Et s'il y avait d'autres on nous aurait dit qu'ils s'associaient, ils seraient sur cette liste. Il n'y avait aucune fermeture, c'est pour ça que vous parlez de ratatouille. Et merci. Monsieur... Merci. Toutes les questions posées dénotent quand même. Ils ont un point commun, c'est que la difficulté des élections des Tunisiens à l'étranger, enfin, les spécificités en tout cas. Je vais essayer d'être très bref, mais avec des réponses, j'espère, des réponses un peu structurées. Il y a 7 interventions, il y a 7 questions. La première, les structures de proximité, oui, on aura besoin de structures de proximité et on a eu l'autorisation de mettre, par exemple, pour rejoindre Strasbourg, comment on fait, on peut mettre un représentant de l'ERI, ou on a la possibilité, si on le souhaite, de mettre un représentant de l'ERI à Strasbourg ou d'autres villes, d'autres grandes villes, pour essayer un peu de voir ce qui se passe, si j'ai bien compris les structures de proximité. Mais si maintenant les structures de proximité existantes, ça veut dire les associations, etc., ça, évidemment, la question ne se pose même pas, je pense que oui. Et on ne peut que travailler ensemble avec ces structures de proximité qui existent. Donc la question, elle a 2 volets. Il y a les structures de proximité pour l'IRI et les structures de proximité existantes. Pour ce qui est des agents qui sont en train d'inscrire, je peux vous assurer que ce sont des agents actuellement qui travaillaient auparavant au consulat. Je ne connais pas leur statut ni leur mission au consulat. Ils ont été mis à disposition de l'IRI pour ne faire que les inscriptions. Donc, ils n'ont plus de travail consulaire. Ils sont combien, s'il vous plaît? 3, 1 par consulat. Et vous comptez inscrire suffisamment de ça, c'est une autre question. Mais je réponds à la question qui a été posée. Ce personnel administratif, il sait neutralité. Après, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut mettre 2? Et le scénario de départ était d'envoyer 2 agents provisoirement pour le mois d'inscription, 2 ministères des Affaires étrangères, vers les consulats pour inscrire. Ce scénario-là, pour l'instant, il ne fonctionne pas. Sur maintenant l'administration, et je suis ici très sensible à cette question-là, quand je vous ai dit, j'étais peut-être pas très clair, quand je vous ai dit, le choix a été fait de soutenir le bureau directeur, on va dire, de l'IRI, c'est-à-dire le président et les 3 membres, avec une équipe administrative. Ça veut dire c'est une équipe administrative qui n'est pas consulaire, mais qui est à l'IRI. Ce ne sont pas des gens des consulats. C'est-à-dire, je ne sais pas, pour saisir des fichiers Excel, pour faire des publipostages, pour envoyer des courriers, on a besoin d'agents comme ça. Ça, je ne pense pas que la neutralité de l'administration, là-dedans, on a du personnel qui travaille avec nous. La deuxième intervention, c'était, et là je suis vraiment un peu, je
ne sais pas ce que j'ai dit j'ai dit que le vote, oui, c'était le mérite. Et ils nous doivent au moins ça, les gens qui ont décidé que les Tunisiens à l'étranger votent. Mais évidemment, ils nous doivent au moins ça. Et il n'y a pas de mérite à ça. J'ai dit tout simplement que quand on regarde la planète, il n'y a pas beaucoup de pays sur la planète qui autorisent leurs ressortissants à l'étranger à participer aux élections législatives. C'est tout ce que j'ai dit. C'est par rapport au contexte. Les législatives, oui. Mais donc, on peut donner une leçon, effectivement, et donc ça, j'estime que c'est un très bon choix, une très bonne opération pour la Tunisie. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train de contester cette chose-là. Alors, les SMS, sur quels critères? Je vous dis tout simplement, les SMS partent du consulat de Pantin, parce qu'on m'a dit, on dispose d'une base de données de numéros anonymes, il n'y a que les numéros, il n'y a pas le nom, et est-ce qu'on peut... Laissez-moi finir, après on peut réagir. Laissez-moi finir et après on peut réagir. C'est-à-dire, moi je ne suis pas initiateur de ça, j'ai donné mon accord quand on m'a dit, voilà, pour relayer l'information chez les Tunisiens partout, évidemment, ils ne vont pas toucher tous les Tunisiens parce que, voilà, ils n'ont pas tous les Tunisiens. Donc, actuellement, je vous dis la réalité de ce qui se passe, voilà. Il y a un processus technique qui permet d'envoyer un SMS groupé à des téléphones et certaines personnes l'ont reçu, évidemment d'autres ne le reçoivent pas. Là, il faut de la société civile. Là, il faut mettre de la société civile. Je veux bien, on peut mettre de la société civile, il n'y a aucun problème. Si vous voulez de la transparence et de la confiance, il faut qu'on ait le droit de rentrer partout avec vous. Madame Fatma Houez, demain, si vous voulez venir au consulat de Pantin, vérifier ce qui se passe, vous êtes la bienvenue. On va le faire. Il n'y a aucun problème. On vous expliquera. Comment vous croyez qu'il y a une liste de téléphones anonymes? C'est pas possible. Je vous dis ce qui se passe. Vous pouvez vérifier. Vous ne donnez pas votre accord, monsieur. On ne doute pas de votre bonne Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez écouter? On ne peut pas répondre comme ça. Il faut qu'on... Les questions sont posées en fait. Et après, on regarde ce qui se passe. Ok? On peut faire comme ça. Les analphabètes en France, je pense qu'ils ne sont pas nombreux, mais le problème est posé et la solution juridique a été donnée dans les textes. On ne va pas la contourner. Elle existe, c'est dit, c'est écrit noir sur blanc. Et je pense qu'on n'est pas les plus touchés, par ça. Madame Houez, donc un grand merci pour votre offre et je suis ouvert à toute forme de collaboration. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute, mais il faut que l'offre, là, ou en tout cas l'IRI, ce qu'elle donne pour votre association, ce qu'elle propose, il faut qu'il soit public et offert à toutes les associations. Voilà. Monsieur Abdel Betsel, je ne réponds pas sur la composition de l'URI, ce n'est pas mon rôle. Il faut poser la question à l'ISI, ceux qui ont choisi l'URI. Donc moi, je ne dis rien sur cette question-là. Sur la nomination des missions consulaires, c'est exactement la même chose, ce n'est pas mon rôle. Je n'ai pas à donner le moindre jugement sur ce qui se passe. C'est les deux questions que j'ai retenues sur Si je sais pas. Je réponds dans l'ordre. Après, Monsieur Suissi, qui est le journaliste, quelles sont les garanties? J'ai avancé des garanties. Est-ce que c'est suffisant? Et si ce n'est pas suffisant, que faire? Et la proposition de faire un partenariat écrit avec la presse pour la représentativité au niveau du bureau de vote. L'accréditation de la presse et de la société civile d'une manière générale, elle suit les règles du pays. Et donc, on fait une demande, on fait un dossier, elle sera transmise aux autorités compétentes. Les gens sont accrédités, il y a certainement des règles que je ne connais pas dans les détails. Et une fois c'est accrédité, la personne a accès. Je pense que ce n'est pas une question de partenariat. Moi, je peux dire oui, je préfère et je compte et disons, j'aspire au fait que sur chaque bureau de vote, il y ait un journaliste. C'est un souhait, très bien. Et après, il y a des règles. Si le bureau de vote il ne contient que, je ne sais pas, 14 observateurs, par exemple, et il y a une demande de 40 observateurs, il y a un problème. Enfin, 40 observateurs, ça veut dire 40 personnes en dehors de ceux qui gèrent le bureau de vote.
bureaux de vote qui doivent être là. Donc, il y a un tri à faire. Voilà, il y a des règles pour faire ça. Et puis, de toute façon, les contraintes des locaux, ça c'est un problème général connu par tout le monde. Ça c'est Monsieur celui-ci. Donc les garanties que j'ai avancées, moi je ne crois pas avoir avancé des garanties. Ça fait 10 jours qu'on est là, on a démarré la semaine. J'ai mis sur la table un point de vue un certain nombre d'éléments. S'ils sont considérés comme des garanties, c'est parfait. Si ces garanties ne sont pas suffisantes, que faire? C'est le traitement cas par cas. Je pense que la question n'est pas absolument générale sur tous les sujets. Il y a des sujets qui méritent des garanties plus poussées, d'autres, on peut se contenter de ce qu'on a. Et donc, c'est l'étude cas par cas de ces questions-là. Enfin, la 6e intervention, c'était candidat France 1 et c'est peut-être en France 2. J'avoue que je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi, un candidat de France 1 qui va en France 2? Un résident à France 2. Résident, je comprends. Oui. Législative. Oui. De France 1, est-ce qu'ils peuvent se présenter en France 2? Simplement, ou le contraire? S'ils sont déjà en France 1, comment ils vont être en France 2? En candidat soit en France 1, soit en France 2, il y a des règles. Quand pour être candidat, il faut être électeur. Enfin, voilà. Il peut être résidé sur oui, il peut avoir 2 résidences. Quelqu'un qui C'est pas un réside. candidat, alors, vous voulez dire un électeur? Mais les règles sont simples. J'ai envie de dire oui si les conditions sont réunies, il a le droit de candidater. Oui. Oui. Comment c'est peut être de Paris, mais c'est pour Le GTT, je ne réponds pas. Non, mais les textes sont clairs pour l'éligibilité des candidatures. C'est réglementé, on n'a pas... Voilà. Et la dernière intervention, les passeports et les cartes d'identité. Oui, effectivement, il existe maintenant en France, ou à l'étranger, il existe environ 500 000 Tunisiens qui ont un passeport et qui n'ont pas de carte d'identité. Donc si on dit à l'étranger, vous vous incluez avec les cartes d'identité, ces 500 000 personnes, ils sont écartés. Et ça pose problème. Comme une autre information aussi, je vous la donne, il y a 16 000 passeports tunisiens qui ne sont pas rentrés dans la base des données. Donc ce dimanche, il y a tout un groupe du ministère de l'Intérieur qui va venir, particulièrement en France, parce qu'il y a un gros volume en France, et qui va faire l'opération pour que ces passeports-là soient rentrés le plus vite possible, et ils nous ont promis lundi ou au plus tard mardi. Ce qui va limiter aussi le nombre de passeports introuvables et tout ça dans les... On n'a pas choisi de faire un ou, c'est-à-dire qu'on Oui, pouvait s'identifier absolument. soit par la carte d'identité, soit par le passeport. C'est la proposition que j'ai faite avant-hier soir, et il y avait une réunion au sommet avec le ministère de l'Intérieur et des et tout ça. Après, je ne sais plus combien de temps de discussion, ils ont voulu garder 2 modèles disjoints, vraiment disjoints, à l'intérieur carte d'identité, à l'extérieur passeport. Alors que la solution de ou pour l'étranger aurait pu être viable. Non, la carte séjour ne rentre pas en ligne de compte. Non, que les papiers tunisiens. Non, que les papiers tunisiens. Et les sans-papiers. Et les sans-papiers, oui. Les sans-papiers tunisiens, le problème reste posé en France comme à l'étranger. Un sans-papier, ça veut dire quelqu'un qui n'a ni passeport ni carte d'identité tunisienne. Parfois, il a la carte d'identité, mais pas de passeport. La question est de toujours le 7e intervenant, il faut qu'on aille vite, sur le consulat de Paris, le consulat de Pantin, et qu'est-ce qu'on fait à Strasbourg? À Strasbourg, on a exactement le même scénario, la même chose. On a un agent détaché, mis à disposition de l'IRI, complètement, qui fait les inscriptions à Strasbourg. Alors, bureau de vote, même que 2011, oui, c'est vrai. Actuellement, la liste qui sort sur l'application, les bureaux de vote sont ceux de 2011. On a fait une proposition détaillée pour changer ces bureaux-là. On l'a faite avant le vote. La réponse a été, on ne peut pas la faire à ce moment-là. On peut vous aider pour la faire après l'inscription. Je crains qu'après l'inscription, ça va poser plus de problèmes. Donc, si on trouve un algorithme simple qui permet de transformer, enfin de faire la correspondance ou la bijection entre les votes, les bureaux de vote de 2011 et les bureaux de vote de 2014 sans trop de casse, on va le faire les dernières semaines des inscriptions qui vont être, disons, opérationnelles au moment où on affiche les listes. Voilà. Surveiller les dépassements, vote 3 jours, sécuriser les urnes. Oui, c'est ça. Oui. C'est un vrai problème.
fait 3 jours, sécuriser les urnes, pardon. Je ne peux pas aujourd'hui, à moins que c'est Ali, il a l'expérience, ou moi, président de l'IRI 1 nouvellement installé, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quels sont les outils qui vont être à ma disposition pour sécuriser les urnes. Sûrement, il y a des cadenas, il y a des choses... voilà. Donc, à cette question-là, je suis incapable de répondre, je suis désolé. On ne va pas vous dire on va dormir dans les bureaux de vote. Enfin, je préfère... Je ne dis pas non. Mais je n'ai pas les outils aujourd'hui pour répondre à cette question-là. Il faut être honnête. Pourquoi les inscriptions s'arrêtent? S'il te plaît, Ça, c'est une autre question. Je suis en train de répondre sur comment sécuriser les urnes quand on passe du 24 octobre au 25 octobre et du 25 au 26 pour la première échéance. Hein. Qu'est-ce que j'ai oublié? Si, c'est les mosquées, parce que sinon ils vont la reposer la question. C'est comment faire pour que... Il faut que je sois saisi du problème. Enfin, je veux dire, la question, c'est comment sécuriser, comment faire de telle sorte que tous les partis soient, du moins les listes candidates soient à égalité, et que certains n'instrumentent pas les mosquées ou qui dépensent des moyens financiers importants. Ça, c'est Ali qui l'a dit tout à l'heure en parlant de toutes les campagnes d'affichage, pour assurer une égalité et une transparence à ce niveau-là. Oui, ben l'IRI actuel appliquera les règles. C'est-à-dire, appliquera les règles strictes qui sont prévues dans les textes de loi et qui sont prévues dans les textes réglementaires. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Je ne peux pas vous dire... et d'ailleurs, le problème ne se pose pas uniquement sur les mosquées, je pense qu'il se pose tout endroit où il y a des dépassements de cette nature-là. Bien sûr. Tout dépassement, y compris celui-là. À tout endroit où il y a un dépassement des règles en vigueur qui sont instaurées et qui sont mis à disposition du public, tout dépassement, il sera notifié, il sera suivi de mesures qui correspondent à ça. Ali, peut-être, il a des choses à dire sur la question de 23 octobre. Non, rapidement, je ne vais pas... loin de moi l'idée que les élections d'octobre 2011 étaient idylliques. Je demande à Sissuisi de lire le rapport de l'IRI et il verra donc toutes les insuffisances qui ont été, sur lesquelles on a mis le doigt en matière de listes complémentaires qui nous ont un petit peu embrouillés dans tout le processus, sur la formation, le choix des membres des bureaux de vote, les dépassements dans la campagne et donc dans les bureaux de vote. Et j'en oublie, donc je pense que loin de nous. Mais surtout, il faut aussi, quand on juge une élection, et c'est ce qu'on a essayé dans l'introduction, se mettre dans la situation dans laquelle se trouvait l'IRI France 1. Est-ce que vous savez, j'ai 2 informations seulement, donc, que l'IRI France 1 a été nommé donc, le 11 août, alors que la procédure des inscriptions donc, a démarré donc, depuis juillet donc, en Tunisie, et que le premier virement donc, qui nous a été donc, fait par l'ISI pour l'IRI, il est arrivé donc, début octobre. Donc, c'est-à-dire, nous avons puisé dans nos réserves financières, donc c'est-à-dire pour assurer un fonctionnement. Mais à l'époque, ce n'était pas un problème pour nous, parce que ce qui prévalait auprès de tous les membres, c'est-à-dire des 14 membres et de tous les bénévoles, réussir les élections, et la réussite n'a pas de prix. Voilà donc de toute façon la logique dans laquelle nous avons fonctionné. Bon, je suis prêt à en débattre sur le bilan de l'IRI, mais c'est pas, je pense... par contre, juste peut-être avant de lancer la deuxième série, moi j'ai une question, 2 questions concernant les inscriptions. Bon, la date annoncée, c'est 23 juin, 22 juillet. On sait pertinemment que déjà, il n'y a que, bon, bien sûr, il y a Internet, ça c'est une avancée, il n'y a que 3 centres pour la présence physique. Est-ce qu'il est envisageable donc, de les multiplier, et est-ce qu'il est envisageable que d'autres structures de la société civile, bien sûr à travers des conventions de partenariat ou d'accréditation, de toute façon, puissent intervenir dans cette modalité, donc c'est-à-dire pour aider dans le processus d'inscription. Et surtout, partant aussi de l'expérience de 2011,
Vous savez que la première, donc on devait arrêter donc, le 12 août, puis après on a été donc, de toute façon pour le 24, et on a été donc, pour le 10 septembre, et en fin de compte, les inscriptions ont continué jusqu'à fin septembre, début octobre. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il est envisageable, parce qu'on sait pertinemment, à partir de demain, nous avons le Ramadan, nous avons aussi les départs en vacances juste après, est-ce qu'il est envisageable de prolonger cette période d'ouverture des inscriptions? C'est la première question. Deuxième, c'est concernant les accréditations et les partenariats. Est-ce que l'IRI, celle de 2011, n'avait pas la possibilité de le faire? Est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent avoir une accréditation, soit en tant qu'observateur, soit en tant que partenaire, est-ce qu'ils doivent s'adresser directement à l'ISI ou l'IRI, donc ici, peut s'en occuper? Donc, si j'ai bien lu les textes, aujourd'hui, ça fait partie des prérogatives de l'ISI, les accréditations, surtout pour les observateurs. Mais M. Mohamed, peut-être, il a d'autres informations. Je me permets, avant qu'il réponde, parce que sinon il y aurait des frustrations, prendre 3-4 questions de la salle, et comme ça, ce sera la réponse un peu finale pour tout le monde. Alors, j'ai vu Mohamed... Je pense que les deux questions de la salle sont tellement importantes qu'elles méritent d'être toutes seules dans la réponse et rapide. Et après, on prend la salle. Il y a deux questions. Si vous voulez. Non, c'est important. Est-ce qu'il est question de prolonger la date des inscriptions? Première question. Je pense qu'il est envisageable. On n'a pas aujourd'hui la certitude qu'elle va être commencée, mais je pense que ça se fera. La deuxième question sur l'accréditation. Alors, j'ai posé la question à l'ISI hier, parce que j'ai reçu un mail qui pose la même question. Le traitement du dossier se fait à l'ISI à Tunis. Le dépôt de dossier ou de demande, il peut être à l'IRI à Paris. Donc on peut écrire, faire un courrier, dire voilà, je souhaite, etc. Elle sera déposée ici. Et au moment de l'ouverture, parce que ce n'est pas ouvert encore la campagne d'accréditation, le dossier, soit il sera complété, soit tel quel, et il sera transmis à Tunis. Tout simplement, dans l'ordre, il y avait, je vois qu'il y a une rangée qui est en train de se constituer. J'ai vu Mohamed Smith, que j'ai frustré tout à l'heure. Tu peux te lever et mettre là, parce que c'est comme ça. Et j'ai vu Samia aussi. Vas-y, tu te mets dans... Je pense que comme il n'y a que des hommes, ils peuvent te mettre devant sans aucun problème pour poser ta question. Donc voilà, et je vous propose de prendre vraiment la série de questions des 6 personnes que je vois ici, et après on clôt les questions. Vous vous levez, vous vous y mettez, et comme ça on aura fini les questions. Et par contre, s'il vous plaît, des questions très courtes, parce qu'il nous reste quand même 1 heure et quand même une intervention. Juste, tu poses les questions en 2 minutes, si c'est possible. Oui, je sais. On dépasse le cahier de charge, il n'y aura pas 50 000 occasions comme ça qui sera important. Allez, posez vite les questions. Personne de plus. Vas-y, pose ta question. Oui, une question très d'ordre pratique. J'ai récemment aidé la plateforme à un tractage pour les renseignements par rapport aux élections, et j'ai eu à plusieurs reprises la question suivante de la part de gens. Comment vont-ils être informés du bureau de vote dont ils dépendent? Les gens vont-ils être informés à l'avance? Comment vont-ils savoir à quel bureau de vote ils doivent se présenter? Faut-il qu'ils se déplacent au consulat pour le savoir? Comment va être le moyen de communication? Est-ce qu'il serait, ça m'étonnerait, mais je ne pense pas qu'on va envisager un envoi postal quelconque de bulletins, de candidats. Je ne pense pas, là, je crois que... Mais la question m'a été posée. Voilà. Ok, merci. Mohamed Zender de la plateforme. Ma question à M. Khalil, c'est simplement, on est à 6 jours depuis le démarrage des inscriptions, et je voudrais savoir le nombre d'inscrits déjà, si vous avez l'information. Ma deuxième question, c'est que, étant donné le cas particulier des élections à l'étranger, à savoir 3 jours au lieu d'1, je pense que les délais pour s'inscrire, avec toute la confusion que ça représente aujourd'hui, nécessitent peut-être une possibilité d'une rallonge à la rentrée, c'est-à-dire au mois de septembre, une fois que les gens soient rentrés de vacances, où ils sont beaucoup plus concentrés définitivement sur les élections. Donc peut-être qu'il faut envisager au moins 2 petites semaines à la rentrée qui permettront à des gens de se mettre à jour. Ma dernière petite question, c'est... J'ai oublié. Au suivant.
Monsieur Chrégui, je suis de Creil de l'Oise, donc je suis un peu loin de Paris, mais bon, j'ai fait un peu l'effort de venir. Donc je suis tunisien qui réside à Creil et pas un Tunisien de l'étranger qui réside en France. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on rentre en Tunisie et vous présentez votre passeport, tout de suite, il va vous prendre votre passeport tunisien, parce que quand vous mettez le pied en Tunisie, vous avez tous les droits et tous les devoirs en Tunisie. Voilà. Ma première question, adressée à Monsieur le Président de l'ERI, est-ce qu'il y aura d'autres réunions de ce type-là dans d'autres bureaux, tels que par exemple Strasbourg, Lille et Nantes? Première question. Deuxième question, là j'ai entendu un petit peu des réflexions pour éviter l'information personnalisée par SMS, etc. Je vous propose peut-être de faire un bus d'information, un piquet d'information mobile qui fait un petit peu les bureaux peut-être tels que Strasbourg, tels que les villes éloignées. Et si vous faites peut-être un accord avec M. Suisse, journalistes, qu'elle soit couverte par des journalistes de ce type-là. Merci. Moi j'ai une question technique et réglementaire si on veut. Sur le cadre électoral, ils disent pas plus de 600 électeurs par bureau de vote. Comment ça se passe pour l'étranger? C'est 3 jours, parce que ça c'est pour la Tunisie, 600 électeurs je pense. Quel est ce nombre en France? En France, à l'étranger en général. Merci. Suivant. Oui, bonjour, Hichem Rouge du Front Populaire. Donc ma question elle est la suivante. Le temps presse pour les inscriptions, mais le temps presse aussi pour la préparation des listes candidates. Et le calendrier prévisionnel de l'ISI prévoit donc un dépôt des listes entre le 26 et le 29 août. Quand est-ce que l'IRI va organiser une réunion d'information avec les listes candidates? Parce que c'est quasiment demain. Merci. Merci. Oui, bonjour, Mohamed Smeda, je suis donc de la plateforme, mais je suis également du parti Massa. J'ai deux observations. La première, c'est qu'il ne me semble pas que M. Kelly ait jugé de lui-même nécessaire ou utile de s'appuyer sur la société civile. Je n'ai pas entendu dans le discours de M. Krier une proposition comme celle qu'il y a eu en 2011, par exemple, en France, France 1, il y a eu un effort de la société civile pour faciliter l'opération d'inscription. Vous m'avez dit qu'il y avait 3 personnes qui inscrivaient. À mon avis, c'est manifestement insuffisant. Donc il y a probablement possibilité de s'appuyer, donc de faire un partenariat avec les associations, les volontaires, pour faciliter l'opération d'inscription. Et la deuxième, elle est dans le même ordre d'idée que la question de mon collègue précédent, concernant les listes et concernant la campagne électorale. Vous avez parlé tout à l'heure que dans votre effort d'informer, vous avez saisi les médias français. Concernant la campagne, vous avez une idée comment est-ce que les listes électorales vont mener campagne audiovisuelle en France? Est-ce que vous avez une idée ou pas? Et si vous l'avez, ça serait bien de nous informer. Merci. Merci Mohamed. Merci, Mourad Zakour du Front Populaire. J'ai une question technique. Moi, je suis installé en France depuis janvier 2014. La dernière élection, j'ai participé donc, en Tunisie. Donc, et cette fois-ci, lorsque j'ai essayé de m'inscrire sur Internet, je n'arrive pas à le faire. Est-ce que ça sera fait après donc, la vérification donc, du ministère de l'Intérieur, oui ou non? Une deuxième question, par rapport à l'inscription, donc les mois d'inscription, donc c'est du 23 juin jusqu'au 22 juillet, alors que sachant très bien que c'est un mois de Ramadan, et c'est un mois de vacances pour tous les Tunisiens donc, qui vivent à l'étranger, donc ils vont rentrer en Tunisie, et donc ils ne pourront pas peut-être s'inscrire. Donc est-ce qu'il y a une possibilité donc, de modifier donc, ou bien étaler cette délai d'inscription? Merci. Merci Mourad. Bonjour. Question. Anis Najjar, parti préfet régional Paris. En fait, j'ai une proposition à M. Krier, le président de l'ERI. C'est que, en fait, essayer en fait, de contribuer avec le dossier associatif déjà tunisien et même les partis tunisiens. Car nous, en fait, en tant que c'est-à-dire des politiques, on a en fait nos bases de données à nous en fait, pour nos adhérents, même en fait pour les associations, c'est-à-dire ils
puisse déjà amener en fait l'information, c'est-à-dire aux électeurs tunisiens. Juste en fait une question concernant en fait le processus pratique sur le dépôt en fait de liste électorale, c'est-à-dire comment ça se fait déjà d'une façon pratique. Je veux en fait juste une explication, s'il vous plaît. Une petite remarque concernant en fait Madame Mizouni, s'il vous plaît. C'est que vous en fait vous parlez en fait vous avez mis l'accent en fait sur la neutralité de l'ERI pas mal de fois, et moi en fait j'ai des doutes en fait sur votre neutralité déjà, et en fait avec plaisir bien sûr. Okay. Je vous remercie. Là, il y a 8 interventions, c'est une de plus que tout à l'heure, mais elles sont, à mon avis, un peu plus rapides. La première intervention, comment être informé sur le bureau de vote. Il y a deux manières. Soit on s'est inscrit par Internet, soit au bureau, on a un reçu et il dit sur le reçu quel est le bureau de vote. Quand on s'inscrit sur Internet, on peut imprimer un reçu où il y a le bureau de vote. Soit, la deuxième manière, il y a une phase au moment des inscriptions où les listes vont être publiées sur Internet et dans les sièges de l'URI, c'est-à-dire les 3 consulats en gros. Et là, on peut aussi vérifier. Donc les gens doivent se déplacer. Non, mais on peut vérifier sur Internet, c'est pas la peine de se déplacer. Tout le monde n'a pas Internet. Moi, les gens Et ceux qui n'ont pas Internet, ils se déplacent. Et si quelqu'un n'a ni Internet ni peut se déplacer, il ne saura pas son bureau de vote. Voilà. Le nombre, les listes de candidats, publication. Oui, alors, les listes de candidats, quand elles seront établies par l'algorithme d'établissement des listes, elles seront affichées, donc tout le monde saura quels sont les candidats de la circonscription X, voilà, de tel ou tel parti. Il y a une phase d'affichage, il y a une phase de recours et de réclamation, etc., etc. Le nombre d'inscrits, voilà, là c'est le deuxième intervenant, le nombre d'inscrits à la date de mercredi. Et quand je dis inscrits, c'est des inscrits nouveaux. Ce n'est pas le nombre d'inscrits total dans la liste. Parce que ceux qui étaient là dans la base, ils ne sont pas comptés. Sur l'étranger, de mémoire, c'était quelque chose entre 1400 et 1500. Le chiffre de France 1, puisque c'est celui-là peut-être qui vous intéresse, mercredi à 12h, il était 111. Mais, je précise, parce que lundi, mardi, pratiquement, même mercredi, le processus d'inscription sur la base, il était ralenti, on prenait les choses, les coordonnées à la main, pour les faire rentrer dans la base plus tard. Et on les a rentrés que hier. Donc finalement, on peut dire sur France 1, tous ceux qui ont travaillé lundi, mardi pour les inscriptions, physiques, c'est 0, et ça, c'est les gens d'Internet qui se sont rajoutés nouvellement à la base. Les autres, ils ont peut-être vérifié, ils ont vu qu'ils sont inscrits, ils ont validé, puis ils sont partis. La troisième intervention, ah oui, la rallonge en même temps les nombres d'inscrits. Je vous ai dit, il est très probable qu'il y ait une rallonge pour l'étranger, probablement uniquement par le web et non pas physique, ça peut être ça comme ça, mais certainement pas en septembre. Parce que ça modifie tout le calendrier, et ça, il y a des interdictions, parce qu'il faut afficher les listes avant telle date, etc. etc. D'autres, alors, la troisième intervention, Lille, Strasbourg, etc., d'autres réunions comme ça. Alors, je tiens à préciser que, j'ai envoyé personnellement un message, je vous ai dit tout à l'heure, à 150 associations d'ici, pour demander leur aide et leur contribution pour irriguer la diaspora tunisienne et sensibiliser à cette question d'inscription. Et je continuerai à le faire. Et dans mon message, j'ai dit, je vais faire une réunion. Donc, je vais inviter toutes les associations qui ont reçu ces messages-là pour une réunion publique dans laquelle on s'échangera, on discutera, on se posera tous les problèmes, toutes les questions ouvertement, et on essaie de trouver des solutions et des propositions ensemble. J'en ai vu aujourd'hui de propositions très, très concrètes et très sérieuses. La l'IRI va faire une réunion, oui, ça c'est fait. 600... Ah oui, l'effectif par bureau, c'est effectivement 600. Donc, en France 1, on va dire. Bon, il y a des bureaux, c'est très difficile de tenir sur 600, mais je pense qu'on va essayer de s'y tenir au le plus proche possible. C'est-à-dire fini les bureaux de 2000 places, qui nécessitent un déploiement qui va de 20h ou de 19h jusqu'à demain 10h. Ben voilà, c'est assez compliqué. Donc,
le découpage qu'on va faire, et pour revenir à la question de tout à l'heure, la 7e question de la première partie de l'intervention, effectivement, dans le nouveau découpage du bureau, on va veiller à ce que ça va être comme ça. Jusqu'à quel bout on va arriver, ça, est-ce que 600, ça peut être 800, ça peut être... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Réunion IRI pour les listes électorales. Ah, est-ce que l'IRI va faire des réunions pour les listes électorales? Avec les listes électorales aussi, il y a quelqu'un qui a parlé de l'agenda. Je crois que pour le dépôt de liste des candidatures, ce n'est pas 3 jours, c'est 7 jours, 7 ou 8 jours. Ça peut aller, je ne présente pas de date parce que je n'ai pas les dates, c'est que des projets du 22 au 29, un truc comme ça. Du août, oui. C'est pas 3 jours, certainement pas 3 jours. Et pour les candidats à la présidentielle, je pense que c'est 15 jours ou 14 jours. S'appuyer sur la société civile pour assurer les inscriptions, campagne audiovisuelle, France des listes. Écoutez, bon, on ne va pas crier avant d'avoir mal. Les bureaux qui reçoivent le public aujourd'hui, ils ne sont pas surchargés. Maintenant, vous me dites, il y a des endroits où il n'y a pas de bureau, il faut peut-être les mettre. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est la réponse est oui. On a la possibilité d'avoir soit des bénévoles, soit des partenaires, etc. pour assurer ça. Mais, encore une fois, il faut que ça soit réglementé dans la neutralité, etc. etc. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment eu le besoin concret de le faire. Je pense, moi, personnellement, que les 2 dernières semaines de la période, peut-être, ça sera un peu serré et probablement on sera amené à faire des choses comme ça. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Non, laissez-le terminer. Je vais finir. L'ordre, je suis désolé, l'ordre est dépassé, alors je suis où? Campagne audiovisuelle France des listes. La campagne audiovisuelle des listes, comment elle va être? Je ne sais pas, il faut demander à ceux qui vont la faire. Les listes vont faire bon. Arrivé en France en janvier 2014. Monsieur, il est où? Oui, effectivement, c'est l'un des cas qui se pose aujourd'hui. Non, il y a beaucoup, oui. Mais c'est un cas de figure qui pose problème au niveau de l'inscription. Et j'ai dit tout à l'heure, la procédure aujourd'hui qu'on a mis en place, c'est la suivante. Il y a une boîte mail qui est réclamation.iri.france1@easy.tn. Vous mettez numéro de passeport, nom, prénom, date, validité de passeport, carte d'identité. Le transfert de ces données-là se fait dans la journée même à la base de l'EASY. Vous serez rajouté dans les 48 heures. Vous testez votre Internet, vous pouvez vous inscrire. Voilà. Le calendrier des inscriptions a modifié, j'ai répondu à ça, donc ça, je pense qu'on ne peut pas. Utiliser les bases de données des associations, mais évidemment, si j'ai envoyé un message à toutes les associations, c'est pour qu'ils utilisent leurs bases de données pour véhiculer le message. Bien entendu. Et les associations et tout le tissu social qui permet de faire ça. Il faut vraiment qu'on s'appuie sur vous. On n'a pas de toute façon d'autres canaux plus efficaces que la société civile. Bon, les médias, les journaux, de temps en temps, très bien, mais les associations sont plus efficaces. Utiliser les bases de données. Le dépôt des listes électorales, donc ça j'ai répondu. Et j'ai envie de finir par juste un mot. Pardon, excuse-moi. Je peux me permettre juste une petite question. Par exemple, la plateforme, est-ce qu'elle a besoin d'une accréditation officielle si elle veut participer avec vous, ou on peut formellement décider ensemble de... Non, c'est géré, la loi est claire. Il faut, la plateforme fait un courrier à l'IRI. On le garde jusqu'à ce que dans les prochains jours, ça va être loin, c'était d'ici une semaine, les règles d'accréditation et la manière de communiquer les informations et qu'est-ce qu'il faut mettre dans le dossier d'accréditation. Si je vous pose cette question, parce que c'est un collectif d'associations, c'est pas une association dans le sens 1901. C'est pareil. Ok. C'est pareil. Je pense que la méthode, elle est la même. Et deuxième question, les bureaux de vote, est-ce qu'ils sont stabilisés ou pas? Parce que là, on est en train de se lancer dans un processus. J'ai été, moi, par exemple, président du bureau de vote ici dans le 11e, et avec un accord avec la mairie. Aujourd'hui,
vous êtes en train de lancer un processus d'inscription sur une base qui n'est pas sûre et qui va poser un certain nombre de problèmes. Absolument. Et on est conscient du problème, et vous avez raison de le signaler. On est conscient que ce problème il existe. On a proposé au manager de l'ISI, enfin le manager informatique, de rentrer une autre base de données de bureau. Ils ne l'ont pas fait au début. Les deux seules informations que je peux vous donner ce matin sont partis les 2 courriers des missions consulaires vers les préfets. Ça se passe comme ça. Ils ne demandent pas, nous, des bureaux de vote. Ça se passe, la règle, l'aspect réglementaire, c'est celui-là, dans lequel ils demandent au préfet d'alerter les collectivités locales pour que, parce qu'on a les dates, et je vais même vous donner un autre problème. Ça va être un scoop pour vous, je n'en sais rien. Les mairies et les préfectures ne vous accordent jamais des locaux quand vous ne donnez pas de date. Allez leur demander aujourd'hui pour le deuxième tour des élections présidentielles, qu'est-ce qu'ils vont vous donner? Rien, parce qu'on n'a pas de date. Donc ça, c'est aussi une difficulté supplémentaire. Ben évidemment, on ne peut pas demander à telle mairie, on va faire des élections, mais on ne sait pas quand. Ben non. Et donc les courriers sont partis au préfet. Et il y avait le consul de Pantin a eu une réunion avec le préfet directement, parce qu'il a reçu le courrier, lui il a envoyé le mercredi, quand on a connu les dates, quoi. Ils sont prêts à vraiment cette année collaborer avec la Tunisie, on va dire, ou avec les Tunisiens ici, pour mettre à disposition le maximum de bureaux de vote qu'on demande. Et de là, le corollaire en question, c'est l'histoire des 600 personnes par bureau de vote. On essaye tous les bureaux qui sont, disons, surchargés aujourd'hui, on essaye de les aiguiller sur d'autres. Voilà. Un petit mot de fin. Non, je vous accorde un petit mot de fin. Oui. Les présidences pour les présences de... Et les assesseurs. C'est pas les candidatures de candidats. Enfin, non. Voilà. Alors, les candidatures, les présidents et assesseurs du bureau de vote, ils n'osent rien donné pour l'instant de l'ISI. Moi, je compte faire la chose suivante. Je vais les prévenir quand même. Moi, je pense qu'il faut lancer la campagne dès la semaine prochaine, avant les délais. C'est pas une campagne, en fait. C'est de dire, voilà, on va recruter des responsables du bureau de vote, les candidatures, on les reçoit, les réponses, c'est pas dans la semaine d'après, évidemment. On attend que les choses se mettent en place à Tunis, mais au moins, quand ils lancent l'opération, on a déjà la matière. Hein? Donc, la semaine prochaine, je vais faire une annonce ou un courrier, ou enfin, par mail aux associations, etc., pour, disons, informer les gens qu'ils peuvent déposer des candidatures. Ça doit être très simple, une lettre, un CV, voilà, des choses comme ça. Mais les candidatures pour les élections, enfin, les listes des candidats, ça, c'est pas moi, c'est... J'ai pas entendu. Les conditions. Il faut être inscrit sur les listes électorales déjà. Il faut être électeur, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'âge minimum. Si la règle dit qu'il faut être électeur, ça veut dire à partir de 18 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'on va prendre d'abord ceux de 18 ans. Moi, je voulais vous poser une question pratique. Vous avez dit qu'il y avait 111 personnes inscrites sur Internet, et 0 physiquement. Vous êtes d'accord avec nous? C'est ça que vous avez dit? Non, il y a des gens qui sont déplacés. Il n'y a pas de gens qui sont déplacés au contraire. Il y a des gens qui se sont déplacés pour s'inscrire, mais on ne les a pas rentrés dans la base. Parce qu'on n'avait pas l'application pour le... Nous, on est privilégiés en France, et en France 1 particulièrement. Et il y a des circonscriptions étrangères, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas l'application pour faire rentrer les inscrits. D'accord, mais la question que je voulais vous poser, c'est comment voulez-vous, si vous voulez que tous les Tunisiens qui sont en France 1, on parle de France Nord, on ne parle pas d'autre chose, puissent être informés des délais d'inscription, qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'ils en soient informés? Il n'y a pas d'information qui passe. On a fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis désolé, mais je vais devoir écouter parce qu'il y a plus J'ai envie de dire une seule phrase parce que je dois partir. Ma seule phrase, moi je peux vous garantir, et je n'ai que ma parole à vous donner, l'IRI restera équidistante de toutes les associations, de tous les partis, de
de toutes les composantes de la société. C'est la seule chose que je peux vous dire. S'il vous plaît, on va arrêter là l'intervention avec